Bon, maintenant, il y a une étude sur le modèle de tarification. Sur le modèle de tarification. Est-ce qu'un passager pourra payer pour le bus du rabattement en même temps? Est-ce qu'avec un seul ticket, il pourra prendre uniquement le bus? Est-ce qu'il peut faire un arrêt et après avec le même ticket remonter pour faire le terminus? Il y a une étude sur la tarification. Donc on attend les résultats pour voir le modèle. Bon, maintenant, lorsqu'on faisait les focus group, on traverse beaucoup de marchés. Donc là devant, si on a le marché des pièces détachées, quand il y a Bassi, tous les Nigérians qui viennent, ils vont dans les pièces détachées, tout type de, même peu importe la partie de la voiture que tu veux, oui, on va traverser devant, je leur annonce. Donc on va traverser cette route. Maintenant, et puis on a le marché de gros aussi plus loin, on va voir Boki. Ils se sont plaints que les bus c'est juste pour porter les gens. Or, eux, ils ont des marchandises. Si on peut aller vite, ils aimeraient bien transporter aussi leurs marchandises. Bon, sauf que ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui c'est un sac d'habits, demain il va monter avec une chèvre. Ben oui, c'est ça. On fait comment? On fait comment? Parce que eux c'est des transporteurs de gros, ils utilisent des tricycles et tout. Et un tricycle tu peux payer 2000. Maintenant on dit ok, le trajet c'est 600 francs. D'accord, je porte mon gros sac, je viens, je paye 600. Bon, maintenant est-ce qu'on permet, est-ce qu'on ne permet pas? Est-ce que pour le bus, l'État, l'entretien, le fonctionnement, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça va permettre à l'activité d'être pérenne? Est-ce que ça ne va pas engendrer de plus grands coûts d'entretien et tout? Déjà que le transport en lui-même n'est pas toujours rentable. Voilà. Donc c'est peut-être des facteurs dégradants qu'il a fallu réduire. Mais je vous avoue qu'ils étaient un peu déçus. Oui, ils étaient un peu déçus parce que... Mais c'est dangereux. Aujourd'hui, on est venu avec un sac d'habits, quelqu'un a apporté un animal, et voilà, et puis c'est compliqué. Donc ici, c'est le carrefour des églises. C'est pas l'heure de pointe, mais on est arrêté. C'est un feu rouge. Ah, c'est un feu rouge. Voilà, il y a un feu devant. Vraiment, faut pas gâter tout, voilà. Donc toujours le même problème d'emprise, vous voyez. Toujours. Pardon? Il y a le trottoir. Les gens occupent le trottoir. Non, il n'y a plus de trottoir. Il y a le trottoir, mais ils sont occupés. Vous voyez là, de ce côté, c'est plus visible. Mais oui. Tous les trottoirs se sont improvisés en partie. Et malheureusement, c'est nous. Donc ici également, je peux voir une station. Il y a combien d'arrêts? En moyenne, on est à un arrêt à 0,57 km. À 0,57 km. Le nombre, je pourrais te le redonner après si je regarde, mais on doit être à 24, 28. Je pourrais te donner le chiffre exact après. Donc ça, c'est la première ligne, c'est ça peut-être? Oui, c'est la première ligne. On est à quoi? Sur la ligne, ça fait 13,8 km. Mais c'est... On va pas prendre... Comment dire? On va faire une demi-section de deux lignes. Normalement, en Ndokoti, les deux lignes se rejoignent. Et cette ligne-ci, elle va de Ndokoti jusqu'au PK14. Donc normalement, c'est tout droit. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'arrivant en Ndokoti, après avoir visité le site de la Socature, on va prendre la bretelle de droite qui nous met sur la deuxième ligne et on va partir par la pénétrante est. C'est la voie qui fait sortir de Douala pour aider à Yaoundé. Et là, l'intérêt là-bas, c'est que vous verrez qu'on a déjà fait les libérations d'emprise dans le cadre du projet d'aménagement du TP. Donc comme je vous disais, que le ministère, voilà, donc vous verrez. Et vraiment là-bas, on a... Donc là, vous avez l'emprise. Oui, l'emprise est déjà disponible pour la section à la sortie. Pour garantir que l'espace n'est pas occupé à nouveau. Donc pour le moment, on fait de la veille. Et ce qui est bien, c'est que le MINTEP, dans le cadre des travaux, eux, ils sont plus avancés que nous. Ils sont déjà sur le terrain. Maintenant, il y a de la veille avec la police et la police municipale. Le véritable problème avec les trottoirs, c'est qu'on a beaucoup de sections comme ça dans la ville. Et on a fait l'expérience avec l'opération restituer les trottoirs aux piétons. On a fait un mois de veille, un mois plus un, le trottoir était occupé. Maintenant, on ne peut pas avoir du personnel de la police municipale continuellement sur tous les trottoirs de la ville. Parce qu'il faut dire qu'ils interviennent aussi dans la vérification des constructions, toute la ville.
Donc les différents chantiers, ceux qui construisent sans permis de construire, ceux qui ont des permis de construire pour des R+1, qui font des R+3, ceux qui ont des permis de construire pour lesquels ils ont déposé les dossiers avec des différents reculs et tout qui au final ne les respectent pas, ceux maintenant qui ont déjà leur maison qui décident de faire des réhabilitations, ça aussi c'est une mission dévolue à la police municipale. Donc, dans ce cas, ils demandent des permis de construire, un rez-de-chaussée, un étage, et ils construisent 3-4 étages. Oui. Vous faites quoi dans ce cas? Là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en régularisation. Donc on recalcule. On recalcule. On recalcule, mais maintenant, on avait à l'époque lancé une campagne de conformité en quelque sorte, où on disait, ok, on est censé vous faire payer des pénalités, mais la ville, dans le souci de régulariser un peu, donc on vous incite, on annule la pénalité, vous allez payer juste les frais supplémentaires liés peut-être à la hauteur supplémentaire. C'était vraiment pour inciter les gens à venir d'eux-mêmes pour ne pas avoir à... Voilà. Maintenant, ceux qui ne le font pas, normalement, il y a déjà une première pénalité qui est appliquée du fait du non-respect. Après, maintenant, si malgré tout ça, tu as respecté quand même les règles de construction, on calcule la taxe supplémentaire. Maintenant, ceux qui ont abusé, de telle sorte que tu as peut-être un R+7, tu n'as pas de parking carrément, les accès sont compliqués, tu n'as rien respecté du tout, ça peut aller jusqu'à la démolition. Mais les cas de démolition sont vraiment très rares. Voilà. Très rare. On démolit vraiment lorsque le bâtiment représente un danger à la sécurité. C'est vraiment dans ces cas-là qu'on observe des démolitions. Okay. Voilà. Quand vous émettez un permis de construire, vous assurez le suivi de la construction. Oui. Vous faites le suivi. Oui. Avec quelle fréquence? Bon, les fréquences, maintenant, on a organisé la police municipale en brigade. Okay. Donc, par exemple, à la police municipale, on peut te dire, ok, il y a la brigade de Douala la 6e, peut-être la brigade de Douala la 4e, la brigade. Maintenant, chaque brigade s'organise en secteur. Ça veut dire que vous êtes censé en permanence faire des rotations dans la zone. Maintenant, le territoire est grand. Donc, ça veut dire que je peux avoir un secteur B, je ne peux pas faire toutes les constructions du secteur B chaque jour. Oui. Maintenant, à ma diligence, je peux me dire peut-être une fois chaque 2 semaines ou une fois chaque semaine. Mais c'est comme ça que le secteur est réparti. Et maintenant, pour éviter qu'il y ait des ententes entre les agents de la police municipale et les propriétaires, après, il y a donc une fréquence de rotation. Ok. Donc, où on décide de changer les agents dans le secteur, qu'ils aient de nouveaux interlocuteurs. Bon, parfois, ça ne résout pas les problèmes, mais parce qu'ils sont entendus avec X, ils peuvent s'entendre avec Y. Voilà, donc... Et on a remarqué lors de la campagne conformité que les personnes payaient plus cher les frais de corruption que les frais de permis de construire. Ils ne savaient pas, ils ne savaient pas. Donc il te dit non, moi j'ai donné 300 000. On dit quand on calcule la taxe pour ta construction c'est 180 000. Et beaucoup, dès qu'ils ont le terrain, ils veulent construire directement. Ils sont pas patients. Ils te disent non, avoir le permis c'est long. J'ai vu des gens qui avaient des terrains vierges qui sont allés payer des défauts de permis pour commencer à construire en attendant que le dossier de permis aboutisse. Parce qu'ils ne veulent pas attendre. Il ne veut pas attendre. Mais ça prend du temps aussi pour avoir le permis. Oui, ça prend du temps. On a une commission qui siège mensuellement. Mais vous avez des clients, c'est un architecte qui doit signer le plan, il y a tout un processus. Oui, en fait, ça c'est la vérification au niveau du guichet unique. Donc, au guichet unique de facilitation de délivrance des actes d'urbanisme, on a des instructeurs. Actuellement, avec l'arrêté qui a été signé il y a une, deux semaines, on en a 7. Il y a 7 instructeurs de permis de construire. Donc, eux, ils servent d'information et de vérification aussi. C'est la première vérification. Donc, quand tu viens vers eux, si tu n'as pas le dossier, ils te donnent l'information, voici les pièces, ça tu trouves à tel endroit, ça coûte comme ça, et ainsi de suite. Le cadastre, tu peux avoir ceci, et ainsi de suite. On a le MINCAF, donc il y a des délégations régionales et départementales à Douala. Donc, on a un cadastre. Donc, oui. Oui. Toutes les propriétés ne sont pas identifiées. Toutes les propriétés conformes sur des terrains titrés qui ont des documents qui peuvent permettre de les identifier sont recensés. Mais les autres, c'est juste pas indiqué, mais vous avez quand même la parcelle, elle est représentée. Maintenant, donc, après, quand tu viens avec ton dossier de permis de construire, oui, il vérifie. Il ne vérifie pas si c'est conforme. Non, il vérifie si tu as toutes les pièces et les signatures nécessaires. Maintenant, si ça est OK, il envoie à la commission. Et c'est la commission qui techniquement évalue donc, le dossier.
ça c'est au niveau de la communauté. Oui. Les permis de construire, les permis de lotir. Maintenant, on invite les autres, lors des architectes, les urbanistes pour les lotissements, les ingénieurs de génie civil, le cadastre, le MINDU, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Environnement. Ils sont tous représentés. Donc, formellement, on leur demande de signer les représentants. Est-ce qu'on vérifie le calcul, la structure? Oui, bien sûr. Comme ça, il y a les ingénieurs. Et le personnel même de la CUD, déjà, au niveau de la CUD, on met déjà... La CUD, c'est la communauté urbaine de Douala. Oui. On met déjà le personnel qualifié pour maintenant, il faudrait que toutes les autres institutions aussi soient... Donc, il y a l'ordre des ingénieurs de génie civil qui envoient un représentant. Eux, ils s'occupent donc de ce volet. À l'ordre des ingénieurs, on voit aussi un représentant. Maintenant, quand c'est lotissement, tu vas avoir l'ordre des urbanistes du Cameroun qui vont envoyer un. Ah oui, on n'en a pas parlé, désolé. Donc, après le plan directeur d'urbanisme élaboré en 2012 et approuvé en 2015, on a fait les plans d'occupation des sols de la ville de Douala, 2015, des 6 communes d'arrondissement avec le règlement. Donc, le premier document que tout citoyen désireux de construire à Douala devrait avoir, c'est le certificat d'urbanisme. Donc, tu fais la demande au niveau de la communauté urbaine de Douala, je crois que c'est 25 000. On te délivre le certificat d'urbanisme, donc il te dit concrètement sur ta parcelle de terrain ce que tu as le droit de faire et comment tu peux le faire. Voilà, maintenant, c'est pourquoi je dis souvent, lorsqu'on fait... Est-ce qu'on a expliqué tout cela? Je ne comprends pas. Parce qu'avant de construire, il faut... Ce sont les obligations. En fait, nous, par exemple, depuis 2 ans, on organise les journées de l'urbanisme de Douala. Voilà. Où on informe, on sensibilise. Et pendant ces journées de l'urbanisme, on fait des promotions. On dit si le certificat d'urbanisme c'est 25 000, on vous le fait à 10 000. Maintenant, vous pouvez avoir des consultations auprès des agents de la communauté. On invite les autres. Ils vous font des consultations, c'est des journées portes ouvertes. C'est beaucoup plus des journées incitatives. Pour faire comprendre aux gens, par exemple, que ce n'est pas le topographe qui fait le lotissement, comme c'est un peu le cas et tout, parce que beaucoup viennent te voir et disent non, je veux que tu me signes mon plan. Moi, je ne suis pas signeur du plan. C'est ça le danger. Donc, moi, pendant les journées de l'urbanisme, moi, je vois des gens qui viennent me dire, madame, parce que souvent, je travaille avec la communauté urbaine, parfois, je travaille avec l'ordre. Je suis membre de l'ordre des urbanistes du Cameroun, numéro 67. Donc parfois on dit, bon madame, moi je ne comprends pas, mon terrain est titré mais on me dit que je ne peux pas construire. Je dis oui, vous ne pouvez pas construire parce que le terrain n'est pas constructible. Vous pouvez faire des cultures maraîchères peut-être parce que c'est inondable. Ou vous pouvez simplement regarder votre terrain. C'est dur, mais c'est la vérité, c'est comme ça. La personne devait avoir le projet, même avant et l'achat du terrain. C'est pourquoi on leur dit la première chose à faire, avant même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut le certificat d'urbanisme pour te dire ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Parce que... Avant même d'acheter un terrain. Vous entendez mon noir mettre le cap construit dans le marécage là? Oui. Bon, maintenant, c'est une question d'éduquer la population. Parce que beaucoup, malheureusement, ne savent pas. C'est pas faute de vouloir, beaucoup n'ont même pas l'information. C'est triste quand on organise des journées de l'urbanisme. Tu te rends compte du mal-être. J'ai vu des retraités qui ont pris leur argent de retraite pour acheter des terrains qui n'étaient pas constructibles. Aïe, aïe. Hey boy! Oui. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, la ville a l'obligation d'offrir un certain confort à toute sa population. Et on ne peut pas dire qu'on va enlever tous ceux qui occupent des endroits illicites pour les reloger quelque part. On ne peut pas, même si on le veut. Donc malheureusement, on s'est retrouvé dans des zones non constructives en train de faire des aménagements pour améliorer les conditions de vie de ces personnes-là. Sauf qu'ils sont perdants si jamais un projet d'utilité publique arrive dans cette zone. Parce que parfois ils nous disent, mais vous avez fait la route, comment vous demandez encore qu'on parte aujourd'hui? Marché Salomon mélange avec le magasin de l'État. Par exemple, la Côte-Améry, on a fait un marché, on a fait l'aménagement des voies, on a fait l'assainissement, l'éclairage, etc. Pour eux, directement, ça fait sécurisation foncière. Si l'État a fait la voie, on a fait les rigots, on a mis la lumière, ça veut dire qu'on a le droit d'être là. Mais après, on leur dit même malgré ça, on ne peut pas avoir des permis de construire. Parce qu'on n'avait même pas de titre foncier. Mais est-ce qu'on évite au moins comme ça on va se détourner on va se détourner beaucoup. Malheureusement, on a traversé le camp Yabassi. Voilà. Donc, à l'intérieur, le marché. Vous avez parlé d'assainissement, vous avez l'aménagement des drains. Ce qui a été fait dans le cadre du projet de drainage pluvial. Oui, et ça a permis d'assainir tous les quartiers environnants. Donc là, on a
donc le marché mobile, le plus grand marché du monde, l'Afrique Il centrale. me semble qu'ils sont là plus d'emprise. Oui. L'emprise, Ça, c'est le plus grand marché de l'Afrique centrale. marché de gros. Marché de gros. Oui, en termes de transactions de marchandises. Parce que vous allez voir les surfaces premières, mais sur des kilomètres, ça s'étend à l'intérieur. Et c'est principalement des boutiques pour conserver les marchandises. Ils vendent principalement en gros. Donc les gens viennent avec des camions, des tricycles pour distribuer. Donc c'est toute cette zone. Maintenant, ici en face, vous avez donc la compagnie de gendarmerie. C'est terrain d'en face là. Et vous voyez donc on parlait de l'encombrement de la chaussée avec le marché. Ça, nous allons comprendre. Donc ici, vous voyez les femmes, maquillage, perruques, habits, chaussures et Cheveux. tout. La boisson aussi, les whisky, original, frélaté, tout ça, c'est là-bas. Mais si tu viens d'Haïti, tu vas pas te perdre. Hein? Pardon? Si tu viens d'Haïti, tu vas pas te perdre. Ah bon? Ça, ce sont des images d'Haïti. Et vous allez remarquer, il y a beaucoup de microfinances. Si on vous donne une idée du flux d'argent qui est géré dans cet espace, vous n'allez pas avoir idée. Pour la petite histoire, j'ai une amie qui travaille dans une microfinance ici. C'est qu'eux, ils ont instauré, pour éviter, pour inciter les commerçants à venir s'inscrire chez eux, ils ont des agents de recouvrement journalier. Donc, il y a des vendeurs ici qui font 200 000 d'épargne chaque jour. Chaque jour. Donc, vu que ça a d'énormes clients, et puis généralement ils ne veulent pas aller dans les banques, ils ont l'impression qu'on les escroque et tout. Donc, ils préfèrent aller dans les MIPESI, les coopératives, comme ça. Et maintenant, Ils voient les personnes chaque jour. ils sont installés, l'argent passe collecté et tu as ton carnet, vous remplissez. Oui. Si dès lors qu'il sort de ta boutique, on l'adresse, c'est pas ton problème. Toi, tu as déjà contribué. Et lui, il se sent plus en sécurité comme ça. Donc, vous voyez donc les motos, comme on disait, déjà la chaussée est réduite. Les motos réduisent encore la chaussée de moitié. Donc finalement, les voitures ne peuvent avoir qu'un rang. Si tu vois, la chaussée a un gabarit normal là. Hein? Voilà. Il était possible avec l'aménagement d'avoir deux fois deux voies, le trottoir, comme vous voyez de ce côté. 2 fois 2 voies le trottoir. Oui, il y a suffisamment d'espace. Et il faut préciser que ce n'est pas des marchés planifiés à la base. Ce n'est pas des marchés planifiés à la base. Donc, et puis devant, du côté droit, on a la SCDP, la Société Camerounaise de dépôts pétroliers. Oui. Bon, on a un espace parce qu'il y a un autre à Bonabéry, près de la zone portuaire. Il y a Dangote aussi qui est à côté à installer sa cimenterie. Donc c'est là qu'on reçoit tout le pétrole qu'on distribue. Donc il y a 2 ports. Il y a 2 ports. Comme je dis, là c'est la gendarmerie. Ici c'est donc le marché de gros. Et devant on va voir le carrefour où on a installé la station aussi. Parce que donc c'est ces commerçants-ci, lorsqu'on faisait les focus group, pour eux il serait intéressant que leurs marchandises puissent avoir accès. Maintenant dans le cadre du projet aujourd'hui, on n'a pas traité ce volet fret, mais le plan de mobilité a donc pensé à un aménagement pour prendre en compte oui. Parce qu'au début, à un moment, on pensait même relocaliser le marché. Parce que vous voyez, l'ensemble de ville, les voies sont impraticables. Pourtant, tu as accès à Douala Premier, Douala Deuxième. Il faut l'espace pour relocaliser ce marché-là, c'est pas évident. Voilà. C'est toute la complexité. Et les expériences des pays comme celle de Togo, Lomé, on a fait des marchés, finalement, les vendeurs sont jamais achetés. Peut-être qu'il a localisé le grand marché. Je suis chez moi. Vu sur la mer. Ils vous disent quand les gens viennent de Cotonou, ils traversent Lomé pour aller au Burkina. Ils ne veulent pas entrer dans Lomé. Ils veulent acheter tout là sur leur trajet et partir. Or, le marché qui avait été construit pour les accueillir était à l'Interland. Ce n'est plus avantageux. Ça a totalement réduit la part modale. Donc, les gens viennent de Lomé, passant par le Bénin pour arriver ici pour acheter. Non, je prenais le cas en Afrique de l'Ouest, où il y a le grand marché qui a une partie qui donne sur la mer. Donc il y avait des gens, moi j'ai fait le Togo, j'ai fait 5 ans, c'est là que je me suis formée. Donc on avait pris ça comme étude de cas. Donc des gens venaient de Cotonou, ils viennent, ils passent par Lomé, et peut-être qu'ils sont en train d'aller au Burkina. Maintenant, eux, ils prennent ces trans, quelque chose d'important, non, parce qu'ils ont une voie qui relie les 3 pays sur le bord de la mer. Donc le marché s'était donc installé là parce que la clientèle était là. Maintenant, vu qu'ils créaient de l'embouteillage et qu'on voulait donner une autre vision, on prend des mers, on veut faire des hôtels et tout, on a créé un autre marché, c'est le marché Maman à Dalwato. Le président avait donné le nom de sa mère.
Mais les commerçants ont refusé d'y aller. Parce que leur clientèle, en fait, elle passe. Ils sont restés, ils sont toujours là jusqu'aujourd'hui. Et le marché est devenu le marché de la friperie. Donc malheureusement, c'est un éléphant blanc. Il y a beaucoup d'acheteurs au Gabon, Centrafrique, beaucoup, énormément. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais si vous entrez, vous allez voir des kilomètres à l'intérieur. Mais c'est pas les boutiques, en fait, c'est pour exposer l'échantillon des produits qui sont disponibles. Maintenant, à l'intérieur, c'est les dépôts. Donc, vous allez voir des couloirs, il n'y aura presque personne. Donc, si tu veux des couches, tu dis peut-être tu veux 30 cartons. Ok, tu choisis ton échantillon, vous entendez sur le prix. C'est là maintenant qu'on va dans le dépôt. C'est pas pour marcher en bas, le marché donc ici c'est toute la journée comme ça. Sur ce tronçon, il n'y a pas l'heure de pointe. Il n'y a pas l'heure de pointe. C'est toute la journée comme ça. Et le matin, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a ceux qui vont au travail. Pardon?